Bienvenue dans ce séminaire, enfin, de ce webinaire, pardon, Nouvelle grille d'évaluation DALF, que l'on organise depuis le pôle de coopération éducative de l'ambassade de France à Madrid. Pôle qui a trois objectifs en Espagne. Je me permets de le rappeler parce que c'est important que vous compreniez les uns et les autres dans quel cadre ce webinaire s'inscrit. Premier objectif de l'ambassade de France en Espagne, c'est la promotion du français au sein des établissements scolaires espagnols, que le français, que ce soit en LV1, en LV2, en filière bilingue, avec notamment les dispositifs Bachibac et Label France Éducation. Et cette promotion du français se fait aussi bien sûr, par l'intermédiaire des certifications de langue française, le DELF et le DALF, diplôme d'État français, que de nombreux élèves en Espagne passent. Je me permets de rappeler que l'Espagne est le premier pays en termes de nombre de passations de certifications. Et donc, c'est aussi tout le rôle que mes collègues Annette Maxime et Orlando Rodriguez, qui sont ici avec nous ce soir, font de promotion de ces certifications, d'accompagnement des centres d'examen, des centres de passation et certification depuis le Centre national des examens ici à Madrid. Deuxième objectif que porte la coopération éducative en Espagne, c'est la coopération bilatérale en matière d'éducation entre la France et l'Espagne. Ça couvre de nombreux volets. La question de l'égalité hommes-femmes dans les cursus scolaires, la question de la formation professionnelle, etc. Voilà, il y a 15 jours maintenant, presque 15 jours, un traité bilatéral entre la France et l'Espagne a été signé. Premier traité entre ces deux pays et avec un volet éducation assez important. Et donc la coopération, notamment sur la formation professionnelle, a tout son poids dans ce traité-là. Troisième priorité que l'on porte aussi au niveau de l'ambassade de France, c'est la formation, l'accompagnement à la formation des enseignants, plus particulièrement les enseignants de français ou des enseignants qui enseignent les disciplines non linguistiques en français, que ce soit un travail sur la formation initiale ou sur la formation continue. Là, en face de vous, on est quatre à l'écran, puisque au regard du fonctionnement de la politique d'éducation en Espagne et de la décentralisation de cette politique, nous sommes une équipe qui est présente physiquement dans 4 endroits. À Bilbao, Barcelone, Séville et Madrid, et on se déplace le plus possible à la rencontre des autorités locales avec notre ambassadeur, avec les consuls généraux, pour justement promouvoir l'enseignement du français auprès des autorités locales. Donc, vous avez Laure Georgic. Laure, je te laisse lever la main, voilà, qui est l'attachée de coopération pour le français pour la zone Est. Qui reprend donc communauté de Catalogne, Valence, Aragon et les Baléares. Deux personnes donc plus dédiées au développement des certifications diplômes de langue française d'ELDALF en Espagne, donc Annette Maxime, qui va animer ce webinaire. Merci. Webinaire, on va être ensemble à peu près 1 heure. Donc, il y a une présentation que fera Annette et ensuite des moments de questions et de réponses. Et Annette travaille avec Orlando Rodriguez, qui est là, qui, grâce aux questions que vous pourrez poser sur le chat, fera remonter toutes les questions avec Laure et Orlando remonteront les questions. Voilà, donc n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure. On est là vraiment pour répondre à toutes vos questions. Et sachez qu'au-delà de ce webinaire, on va en offrir d'autres webinaires sur des ressources pédagogiques, sur des projets que l'on fait à destination des élèves, des projets que l'on fait à destination des enseignants. Voilà, vous savez, vous pouvez nous contacter. On est là, si besoin, pour toutes ces questions de coopération en matière d'éducation et d'enseignement du français.
Voilà, bon, c'est webinaire à vous, Annette. Je te laisse la parole pour présenter ces nouvelles grilles. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à vous intéresser à nos certifications et nous vous en remercions. Donc, je vais démarrer ce webinaire. Je vais partager mon écran afin d'avoir un discours plus clair. Voilà. Alors, les nouvelles grilles d'évaluation du DELF-DALF, eh bien, elles ont été mises en place le 1er septembre 2022, ce qui signifie que depuis le 1er septembre 2022, eh bien, les examinateurs et correcteurs n'utilisent que ces nouvelles grilles et n'utilisent plus les anciennes grilles. Ces nouvelles grilles ont été conçues par France Éducation Internationale, qui, vous le savez, est l'opérateur public du ministère de l'Éducation français, qui conçoit également les sujets du DELF et du DALF hein, et qui en dicte les règles. Les versions concernées par ces nouvelles grilles, eh bien, ce sont les versions tout public, junior et scolaire, mais la version prime conserve les grilles spécifiques, ses propres grilles. Et les niveaux concernés par ces nouvelles grilles, eh bien, ce sont les 6 niveaux, donc les 4 niveaux du DELF, A1, A2, B1, B2, et les 2 niveaux du DALF, C1 et C2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grille d'évaluation? On va commencer par là. Alors, vous savez que toute évaluation en cohérence avec le cadre européen est une évaluation critériée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les examinateurs et les correcteurs ne vont pas évaluer de manière subjective, mais vont utiliser une grille, comme vous voyez celle qui apparaît ici, avec une liste de critères sur lesquels ils vont pouvoir faire une évaluation fiable et commune à tous les examinateurs et correcteurs du monde. Donc, vous voyez ici, c'est une grille typique qui est la même en fait pour tous les niveaux du DELF et du DALF. Nous allons y revenir. Donc, vous voyez que c'est une grille d'évaluation établit des critères et des niveaux de performance hein, pour évaluer les épreuves de production écrite et orale avec des compétences. Voilà, cette grille d'évaluation va permettre d'évaluer les compétences des candidats. Et donc, grâce à ces compétences, grâce à cette grille, nous allons pouvoir attribuer une note qui correspondra au niveau du candidat. Alors, cette grille, bien sûr, eh bien, elle ne va pouvoir être utilisée que par les examinateurs correcteurs qui auront suivi et réussi un stage d'habilitation. Et pendant ce stage d'habilitation, eh bien, nous apprenons justement à savoir qu'est-ce que nous devons vérifier pour chacune des compétences, pour chacun des critères, qu'est-ce que l'examinateur, le correcteur doit vérifier dans la production du candidat. Et voilà, ces stages d'habilitation garantissent la fiabilité de l'évaluation. Alors, les nouvelles grilles d'évaluation du DELF et du DALF comportent 2 documents. Alors, nous avons une grille de descripteurs de performance. Hein, c'est un document de référence, comme celui-ci, par exemple, c'est l'exemple du B1 de production écrite. Donc, c'est un document qui va décrire les compétences que l'on attend pour chaque niveau de performance et chacun des critères. Nous y reviendrons tout à l'heure de manière plus précise. Et puis, le deuxième document, eh bien, c'est la grille d'évaluation que l'examinateur correcteur va pouvoir cocher en fonction du niveau de performance atteint par le candidat et ainsi pouvoir attribuer une note. Alors, les compétences évaluées. Nous allons faire un focus sur les compétences et ensuite nous ferons un focus sur les niveaux de performance. Alors, les compétences évaluées par ces nouvelles grilles du DELF et du DALF sont celles qui correspondent aux compétences définies par le cadre européen. Ce sont des compétences que l'on va pouvoir diviser en 3 grands groupes, les compétences pragmatiques, sociolinguistiques et linguistiques. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'on évalue sous les compétences pragmatiques, qu'est-ce qu'on évalue
sous les compétences socio-linguistiques et qu'est-ce qu'on évalue sous les compétences linguistiques. Vous voyez, ça c'est une grille donc, de la production B1 du DELF et vous voyez que cette grille reprend exactement ces compétences que l'on trouve dans le cadre européen puisque le DELF est une évaluation adossée au cadre européen. Donc, vous voyez qu'on a la compétence pragmatique, la compétence sociolinguistique et la compétence linguistique que vous voyez sur la colonne de gauche. Et regardez aussi pour la production orale, idem, hein, compétences pragmatiques et sociolinguistiques et compétences linguistiques. Nous y reviendrons. Donc, on va voir, en fait, pour que vous puissiez comprendre quelles sont les compétences évaluées. Alors, la compétence pragmatique, en fait, comporte deux ensembles d'éléments à évaluer. Nous allons d'abord évaluer la réalisation de la tâche, c'est-à-dire cette compétence va évaluer la capacité du candidat à réaliser les actes de parole qui sont demandés dans la consigne. Par exemple, si la consigne demande au candidat de refuser une invitation, de proposer une activité, d'argumenter, de raconter son week-end, son dernier week-end. Voilà, donc le correcteur, l'examinateur va vérifier si effectivement le candidat réalise ces actes de parole qui sont demandés par la consigne, puisque le candidat doit s'adapter à la situation de communication demandée dans la consigne. Et bien sûr, dans cette réalisation de la tâche, l'examinateur et le correcteur vont vérifier non seulement la présence de ces actes de parole qui auront été réalisés par le candidat, mais aussi leur qualité. C'est-à-dire, est-ce que ces actes de parole ont été mis en œuvre de manière claire, précise, pertinente? Voilà, c'est aussi ça que l'on doit mesurer. Le deuxième ensemble évalué par la compétence pragmatique, c'est ce qu'on appelle la cohérence et la cohésion. Et là, nous allons vérifier plusieurs éléments. La cohérence et cohésion, c'est d'abord la mise en page. Vous savez que si on lit un texte où il y a un seul bloc, ça ne va pas faciliter la lecture. Donc, on va apprécier, valoriser la production qui comprendra plusieurs paragraphes. Et au niveau B2 notamment, au niveau C1, C2, bien sûr, une introduction, une conclusion. Et entre ces paragraphes, on va valoriser aussi les articulateurs. Voilà, est-ce que le candidat a su relier ses idées? Alors au B1, par exemple, ce seront des articulateurs simples, chronologiques, du type d'abord, ensuite, enfin, et puis au niveau B2, C1, C2, on va demander des articulateurs plus complexe puisqu'il faudra que le candidat rentre dans la nuance. Donc, il devra sûrement utiliser les cependant, toutefois, pour nuancer sa pensée. Donc, ce qu'on va voir aussi sous ce critère, ce sera aussi la ponctuation, puisque une bonne ponctuation va faciliter la lecture. Ce qui facilitera la lecture aussi, c'est que l'expression du candidat soit fluide, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas relire 3 fois certains passages pour en comprendre le sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fluidité du discours. Est-ce que l'expression du candidat est fluide et permet à la première lecture de comprendre le sens de la production? Et puis, on va voir aussi si le candidat ne passe pas du coq à l'âne, s'il ne répète pas la même idée, c'est-à-dire qu'il tourne en rond, qu'il ne progresse pas dans sa réflexion. Vous voyez, tout ça, on va regarder ça dans cette cohérence et cette cohésion. Nous allons passer maintenant à la compétence sociolinguistique. Alors ici, c'est, si vous voulez, l'adaptation de la langue à la situation de communication. Je m'adresse à qui? Il faut ici qu'on vérifie si le candidat il sait adapter sa production à son destinataire. Par exemple, les salutations. Est-ce qu'il y a déjà une présence d'une formule d'accueil et d'une formule de prise de congé, et si elle est adaptée. Par exemple, le candidat, s'il dit « salut » en s'adressant à son proviseur de son lycée, ça ne conviendra pas. Donc, on va vérifier aussi le tutoiement, le vouvoiement. Est-ce que le candidat utilise correctement le tutoiement et le vouvoiement? Et puis, au-delà du tutoiement et du vouvoiement, on va regarder le registre. Imaginons
Si dans une lettre formelle, le candidat doit se plaindre, il ne pourra pas dire « il y en a marre », hein, il devra sûrement dire je me permets de vous exprimer mon mécontentement », hein, par exemple. Et puis, c'est aussi les règles de politesse. Quand l'usager A1 va rentrer dans une boutique ou à la gare, dans une situation de ce type, eh bien, on va vérifier s'il ne dit pas je veux 1 kilo d'orange, mais je voudrais 1 kilo d'orange. S'il dit s'il vous plaît, s'il dit merci, hein, voilà toutes les règles de politesse, voilà tout ce que l'on vérifie dans cette compétence socio-linguistique selon bien sûr le niveau. Et puis, enfin, la compétence linguistique, où on va vérifier 3 ensembles d'éléments. Alors, nous allons d'abord vérifier, bien sûr, la morphosyntaxe, c'est-à-dire la morphologie, eh bien, c'est la correction, enfin, notamment des conjugaisons, des accords en genre et en nombre. Et puis la syntaxe, c'est-à-dire est-ce que les mots sont mis à leur bonne place, l'adjectif hein, est à la bonne place dans la phrase. Est-ce que le candidat a su utiliser les bonnes prépositions, hein, je décide de quelque chose, proposer quelque chose. C'est aussi, bien sûr, l'élaboration des phrases. Est-ce que au niveau A, le candidat maîtrise la structure de la phrase simple? Au niveau B1, est-ce qu'il sait utiliser la phrase complexe simple? Une phrase complexe simple, par exemple, eh bien, c'est les relatifs simples avec qui, que, où, dont. Ce sera aussi, par exemple, les complétifs, puisque l'objectif clé du B1, c'est savoir donner son opinion. Donc, on devra forcément utiliser je trouve que, je pense que, donc des complétifs de ce type, aussi des phrases impersonnelles. Il est nécessaire de, il faut que tu ailles voir ton professeur. Donc là, vous voyez aussi ces phrases complexes simples qui entraînent le subjonctif, donc que doit connaître l'usager du B1. Et puis, à partir du niveau B2, nous allons vérifier si le candidat sait utiliser des types de phrases complexes plus complexes, hein, c'est-à-dire pas seulement simples, puisqu'il devra nuancer sa pensée, et bien très certainement qu'on trouvera des circonstanciels de concession, d'opposition, même si bien que avec peut-être aussi des circonstanciels de conséquences, si bien que, tellement que, voilà, ce genre de phrases qu'on devra trouver. Et si on ne les trouve pas, très certainement, ce sera symptomatique d'une réflexion peu aboutie ou trop simple. Hein. Donc, tout ça, c'est pour la partie morphosyntaxe. Nous allons aussi évaluer avec cette compétence linguistique, eh bien, la compétence lexicale. Alors, la compétence lexicale, on va voir trois points. On va voir l'étendue, la variété du vocabulaire. Est-ce que notre candidat, eh bien, il ne répète pas, par exemple, le garçon, mais il dit, par exemple, eh bien, mon camarade, l'adolescent ou le jeune homme ou le lycéen. Vous voyez, c'est qu'il connaît d'autres mots qui remplacent pour éviter les répétitions. Et on va évaluer aussi si les mots correspondent au niveau. Imaginons qu'au B1, le candidat n'utilise que des mots simples qui sont déjà connus au niveau A, eh bien, nous n'allons pas pouvoir lui donner le maximum de points. Et on va vérifier aussi la bonne utilisation des mots, c'est-à-dire ce qu'on appelle la maîtrise. Hein, vous savez, par exemple, une erreur typique des hispanophones, c'est l'utilisation du mot pourtant, qui ne veut pas dire por lo tanto, ça ressemble, mais qui veut dire sin embargo. Hein. Donc, c'est aussi l'utilisation, la bonne utilisation des mots. Et puis, bien sûr, aussi la compétence lexicale eh bien, va évaluer l'orthographe lexicale. S'il y a bien 2 M, 2 R, est-ce que les accents sont bien mis? Voilà, c'est cet ensemble de choses. Et enfin, eh bien, pour la production orale, nous allons évaluer la maîtrise
phonologique, c'est-à-dire, globalement, si vous voulez, c'est l'intelligibilité du discours. Bien sûr, au niveau A, il est normal que l'examinateur fasse répéter le candidat, mais au niveau B2, par exemple, il devrait y avoir une fluidité de la conversation, comme dit le descripteur du cadre européen, sans tension, ni pour un interlocuteur, ni pour l'autre. Donc, c'est la capacité à bien prononcer aussi. Par exemple, au niveau A, nous allons vérifier que le candidat ne prononce pas les S de la fin des mots, les E de la fin des mots. Et au niveau plus élevé, eh bien, on va regarder aussi l'intonation. Est-ce qu'il y a un accent phrastique ou est-ce que le candidat a un ton monotone qui ne met en relief aucun élément, même l'élément le plus pertinent ou le plus important de ce qu'il veut dire. Vous voyez, il y a tout ça qui est évalué. Alors, on va faire, voyez, un petit exercice pour que peut-être concrètement, ça vous parle davantage. Alors, vous avez donc en haut la grille, la nouvelle grille du DELF avec, vous voyez, la compétence pragmatique, donc qui comprend donc ces deux groupes, réalisation de la tâche, cohérence et cohésion, la compétence socio-linguistique et la compétence linguistique avec les deux aspects de lexique et morphosyntaxe. Alors, notre petit exercice. Dans quels critères évalue le candidat qui doit parler de ses activités, mais ne parle que d'une seule activité? Eh bien, ça, c'est si on lui demande de parler de ses activités, c'est dans la consigne, c'est un acte de parole. Et donc, s'il n'en réalise que partiellement, eh bien, on va le sanctionner dans réalisation de la tâche. Un candidat qui écrit « je vais à le cinéma », donc ça c'est un problème de morphologie et donc nous allons évaluer cette erreur dans la morphosyntaxe. Si le candidat a utilisé des articulateurs pour relier ses idées, eh bien nous allons valoriser ça dans la compétence de cohérence et cohésion. Si le candidat écrit « Salut Daniel, comment allez-vous ?» Donc, vous voyez qu'il y a ici un salut qui est un mot familier avec le « vous », hein, donc, qui rentre en contradiction. Donc, ce n'est pas cohérent. Et donc, on va évaluer ça dans le sociolinguistique, puisque visiblement, notre candidat ne maîtrise pas le registre, hein, ou les formules d'accueil qui correspondent à du formel ou celles qui correspondent à quand on s'adresse à un ami, peut-être que Daniel est un ami, à ce moment-là, il aurait fallu lui dire « tu ». Donc ça, ce sont des aspects sociolinguistiques. Et si notre candidat écrit « ma grand-mère est courte » au lieu de dire « ma grand-mère est petite », eh bien ça, c'est un problème de lexique et donc de maîtrise du lexique. Et là, donc, nous allons le sanctionner dans le lexique. Je vous donne encore d'autres petits exemples ici. Si le candidat écrit « le professeur » et qu'il met 2 F et un seul S au lieu de un seul F et 2 S, c'est un problème d'orthographe lexicale. Donc ici, nous allons le sanctionner dans le lexique. Si le candidat a su donner plusieurs arguments pertinents, eh bien ici, c'est donc un acte de parole. On lui a demandé dans la consigne d'argumenter. Et s'il sait argumenter et qu'il donne plusieurs arguments pertinents, nous allons le valoriser dans la réalisation de la tâche. Si le candidat a écrit toutes ses idées en un seul paragraphe, oulala, ça ne facilite pas notre lecture, la lecture en devient plus difficile, nous allons le sanctionner dans cohérence et cohésion. Si le candidat écrit « au revoir » comme formule de prise de congé dans une lettre adressée au proviseur du lycée, au revoir, ça ne convient pas dans une lettre formelle, nous allons le sanctionner dans le sociolinguistique. Et s'il utilise de nombreuses structures de phrases, eh bien, nous allons le valoriser dans la syntaxe, dans la morphosyntaxe, dans le critère de morphosyntaxe. Donc, vous voyez, ce sont quelques exemples. Alors, bien sûr,
quand je dis nous allons sanctionner cette erreur dans le lexique, etc., il faut aussi, si vous voulez, il ne s'agit pas de compter les erreurs et de voir, d'enlever des points pour chaque erreur. Il s'agit de voir qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est moins bien fait et de voir dans la balance par où penche la balance. Hein, mais c'est voir l'ensemble. On regarde d'abord, il s'agit d'une évaluation positive. Nous allons d'abord regarder ce qui est bien fait et nous allons regarder ce qui est moins bien fait. Nous allons voir par où penche la balance. Alors, nous allons aussi regarder ici dans cette grille d'évaluation des productions orales avec voilà, pour voir aussi une production orale. Alors, j'ai pris ici l'exemple du B1 et pour que vous compreniez mieux, je vais peut-être rappeler les épreuves, les exercices que l'on doit faire à l'épreuve individuelle production orale du B1. Donc, il y a 3 exercices, donc 3 tâches. La première, vous savez qu'il s'agit d'un petit entretien dirigé où le candidat doit se présenter. Hein, c'est un peu un brise-la-glace. Donc, le candidat doit se présenter, mais bien sûr, au niveau B1. Il ne doit pas simplement dire je m'appelle, j'ai 3 frères, voilà, que l'on peut dire aussi au niveau A. Hein. Le deuxième exercice, la deuxième tâche, c'est un exercice en interaction, c'est un dialogue simulé, mais la particularité du B1, c'est que cette interaction est sans préparation, parce que vous savez que l'usager du B1, d'après le cadre européen, est capable de se débrouiller dans une situation inattendue de la vie quotidienne. Et donc, c'est pour ça qu'au B1, eh bien, il doit faire une interaction improvisée sans préparation. Et en fait, la troisième tâche de l'oral du B1, eh bien, c'est à partir d'un petit document, le candidat doit en présenter le thème, hein, le problème qui se pose, la problématique, et ensuite donner son opinion à partir de la problématique qu'il aura dégagée. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? Qu'est-ce que va vérifier l'examinateur avec cette nouvelle grille à l'oral du B1? Alors, eh bien, dans cet entretien dirigé, il va vérifier si le candidat parle de lui. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, pas de manière trop simple. Il faut qu'il démontre qu'il a un niveau B1. Donc, il faut qu'il parle de lui, de son passé, de son présent, de ses projets. Hein. Donc, il va balayer aussi l'expression d'un projet futur, l'expression d'événements passés avec une relative autonomie. Hein, c'est le début de l'indépendance. Le B1, c'est relative indépendance et de manière quand même assez détaillée. Voilà ce que l'on va vérifier dans cette première tâche. Dans la deuxième tâche, eh bien, nous allons vérifier si le candidat réalise les actes de parole demandés par la situation. Donc là, ça va dépendre. Est-ce qu'on va lui demander de convaincre un ami? Est-ce qu'on va lui demander de donner des explications, de faire des propositions pour régler un problème? Voilà, on va vérifier en tout cas si le candidat met bien en œuvre ses actes de parole et s'il le fait dans une certaine qualité. Pour la troisième tâche, donc l'expression d'un point de vue, eh bien, l'examinateur va vérifier si le candidat s'est présenté simplement le thème du document et s'il sait exprimer son opinion de manière claire, organisée, et est-ce qu'il va la justifier avec des exemples. Et ensuite, eh bien, pour l'ensemble de ces 3 tâches, l'examinateur va évaluer le lexique. Alors, est-ce que ce lexique utilisé par le candidat correspond au niveau évalué ou est-ce qu'il n'utilise que des petits mots simples que l'on connaît déjà au niveau A? Est-ce que le candidat utilise une variété de lexiques sans répétition? Et est-ce que les mots sont employés de façon adéquate? Donc, il s'agit ici d'un problème de maîtrise. Pour la morphosyntaxe, eh bien, l'examinateur va vérifier si les structures et les formes grammaticales correspondent au niveau évalué. On ne devra pas donc trouver seulement des petites phrases simples que l'on sait déjà faire au niveau A, mais il faudra trouver un certain nombre de phrases complexes simples. Et puis, l'examinateur jugera les erreurs donc selon leur type et leur niveau.
Et enfin, pour le système phonologique, eh bien, l'examinateur vérifiera si la prononciation du candidat est compréhensible sans aide. Voilà. Alors bon, là, il est difficile hein, en 2 phrases de vous décrire, mais je pense que vous avez ici globalement l'essentiel de ce que l'on vérifie sous chacun des critères. Nous allons maintenant faire un focus sur les niveaux de performance. Alors, qu'est-ce que c'est un niveau de performance? Vous voyez ici que à droite de nos compétences, à droite de nos critères, nous avons le niveau de performance. Alors, nous avons 4 colonnes, donc non répondu, production insuffisante, en dessous du niveau ciblé et au niveau ciblé, le niveau et le niveau plus. Bon, ça, c'est l'exemple du A1, mais toutes les grilles sont faites de la même manière, du A1 au C2. Et donc, eh bien, au niveau, voilà, nous allons cocher cette colonne pour un candidat qui satisfait les prérequis minimaux du niveau ou qui démontre une maîtrise dite moyenne. Donc, c'est depuis l'entrée du niveau jusqu'à la maîtrise moyenne ou moyenne plus. Pour le niveau plus, eh bien, on va cocher cette case si le candidat satisfait pleinement la majorité des éléments du niveau. Peut-être qu'il restera encore quelque chose qui n'est pas fait, mais la majorité des éléments seront satisfaits et même, on va peut-être même trouver des éléments au-delà du niveau attendu qui seront valorisés. En dessous du niveau ciblé, eh bien là, vous vous en doutez, c'est le candidat qui n'est pas en mesure de démontrer les compétences que l'on attend à ce niveau. Et non répondu aux productions insuffisantes, eh bien, on va cocher cette case dans 3 cas. Bon, si le candidat rend une copie blanche, bien sûr, là, il n'y a aucune matière évaluable, donc bien sûr, ce sera non répondu. Hein. Ne produit pas suffisamment, c'est-à-dire si le candidat n'écrit pas au moins 50% des mots demandés par la consigne, on doit cocher, le correcteur devra cocher cette case. Donc, moins de 50%. Si le candidat écrit plus qu'il ne faut, plus que les mots demandés dans la consigne, il ne sera pas sanctionné. Il prend plus de risques, mais il ne sera pas sanctionné. C'est seulement s'il écrit moins de 50% des mots qu'on va ici cocher la case 0. Et on cochera aussi cette case si la production du candidat relève d'un niveau N plus moins 2, si vous voulez, hein, 2 niveaux inférieurs au niveau ciblé. Imaginons que une production C1, l'expression du candidat, la langue relève du niveau B1, et bien là, nous allons cocher 0. Si vous voulez, c'est comme s'il n'y avait pas de matière évaluable de niveau C1. Donc, on ne peut pas évaluer une matière qui ne correspond pas au niveau ciblé. Donc, voilà nos 4 niveaux. Vous voyez que c'est assez simple. Hein. Donc, c'est niveau, très bon niveau, en dessous du niveau ou non répondu. Alors, pour là encore vous donner un exemple de ce tableau des niveaux de performance, ici, j'ai pris l'exemple de la production orale du B2. Vous savez qu'à la production orale du B2, le candidat doit, à partir d'un document, non seulement donner son point de vue, mais ensuite argumenter. Hein. Donc, l'objectif principal du B2, c'est l'argumentation. Et ensuite, il y a un débat où il devra défendre ses idées, voire élargir le débat. Donc, vous voyez ici les 3 colonnes en dessous du niveau plus. On va trouver, pour décrire dans les descripteurs de performance, eh bien, des adjectifs plutôt négatif dans la colonne en dessous du niveau ciblé, globalement positif au niveau et très positif au niveau B2+. Alors, par exemple, vous voyez que pour l'identification de la thématique, eh bien, en dessous du niveau ciblé, le candidat n'a pas explicitement présenté le sujet. Au niveau B2, eh bien, il a donné une brève introduction et vous voyez qu'au niveau B2+, eh bien, l'introduction était facilitante. Ensuite, pour donner son opinion, eh bien, en dessous du niveau ciblé, il l'aura fait seulement de façon simple et
il s'est appuyé sur quelques exemples seulement personnels, alors qu'au niveau B2, eh bien, il s'est appuyé sur des arguments concrets et il a fourni des exemples pertinents. Et au niveau B2+, vous voyez qu'il aura fourni de nombreux arguments étayés d'exemples pertinents. Sur la fluidité du discours, sur la cohérence et cohésion du discours, eh bien, vous voyez qu'en dessous du niveau ciblé, eh bien, la production, elle manque d'organisation et de clarté. Au niveau B2, le candidat peut produire un discours en général bien organisé. Et au niveau B2+, eh bien, le candidat aura utilisé une variété de connecteurs. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a cette progression vers une qualité qui vient en augmentant. Pour le débat, eh bien, vous voyez que en dessous du niveau ciblé, le candidat n'a répondu que simplement à des questions et qu'il a encore des difficultés, alors qu'au niveau B2, il nuance son opinion, il peut réagir à des questions. Et au B2+, eh bien, il répond, non seulement une nuance, mais il le fait avec précision et il élargit même le débat et il le fait de façon convaincante. Il va réagir de façon convaincante. Pour le lexique, là encore, on aura cette même progression. Donc, en dessous du niveau ciblé, eh bien, nous avons un vocabulaire simple et l'étendue reste limitée. Au niveau B2, eh bien, le candidat utilise de façon adéquate une large gamme de vocabulaire et il peut varier sa formulation. Et au niveau B2+, eh bien, il possède un vaste répertoire lexical et il y a des maladresses, mais non systématiques. Vous voyez qu'il y a le B2+, ce n'est pas encore la perfection totale. Il peut y avoir encore des maladresses, mais elles ne sont pas systématiques. Pour la morphosyntaxe, en dessous du niveau ciblé, eh bien, la maîtrise des structures syntaxiques et des formes grammaticales, elle est simple et il y a encore des difficultés de la part du candidat à maintenir cette correction. Au niveau B2, eh bien, le candidat a un bon contrôle grammatical, même si les structures sont encore peu variées, alors qu'au niveau B2+, eh bien, le candidat sait utiliser une variété de structures, et là encore, les erreurs sont non systématiques. Et enfin, pour le système phonologique, eh bien, des maladresses subsistent en dessous du niveau ciblé. Le B2, c'est en général une bonne intonation et le candidat sait placer correctement l'accent et articuler clairement les sons. Et au niveau B2+, c'est une bonne maîtrise de la prononciation. Le candidat est capable de s'autocorriger et peut varier l'intonation et l'accentuation. Donc, vous voyez, cet exemple de B2 vous donne une idée de comment fonctionnent ces tableaux de niveau de performance. Donc, chaque niveau de performance, bien sûr, est adapté au niveau, aux critères et si c'est de la production orale ou de la production écrite. Alors là aussi, nous allons, pour rendre plus concret ce que je viens de dire, on va essayer de voir quelques exemples. Donc ici, en fait, à chaque cas, on va essayer d'associer un niveau de performance et j'ai balayé les 5 critères, réalisation de la tâche, cohérence et cohésion, adéquation socio-linguistique, lexique et morphosyntaxe. Alors bien sûr, là, c'est juste une phrase, et c'est pas en une phrase qu'on saura, qui saura expliquer la complexité d'une production, mais ça vous donnera quand même une bonne idée de comment on procède pour évaluer le niveau de performance, pour choisir ce niveau de performance. Alors, pour la réalisation de la tâche au niveau B1, donc ça c'est l'exemple du B1, voilà, le candidat a répondu à ce que demandait la consigne de manière claire, assez détaillée, il a même illustré avec des exemples. Donc ça, eh bien, ça correspond à un niveau B1+, puisqu'il a répondu à tout ce qu'on lui demandait de manière assez détaillée et en plus, il a illustré. Donc là, c'est parfait, on va cocher le niveau B1+. Pour la cohérence et cohésion, si le candidat
à utiliser un seul articulateur. Et en plus, le correcteur doit relire plusieurs fois certains passages pour comprendre. Donc là, il y a un manque, si vous voulez, c'est la langue qui entrave le sens. Et un seul articulateur, donc là, on va se situer en dessous du niveau ciblé. Pour l'adéquation socio-linguistique, si la formule d'accueil est inadaptée, mais que la formule finale, elle est adaptée, que le tutoiement-vouvoiement est bien utilisé et que le ton est globalement adapté, eh bien là, bon, il y a peut-être un élément effectivement qui n'est pas réussi, mais globalement, c'est convenable et donc on va attribuer le niveau B1, mais on ne pourra pas attribuer le niveau B1+. Pour le lexique, alors les mots sont simples, là, on ne trouve que des mots, on ne relève que des mots qui sont déjà connus au niveau A. On relève en plus des répétitions et des erreurs sur l'orthographe. Et en plus, comme ce sont des mots simples, si vous voulez, des erreurs d'orthographe sur des mots simples qui sont infraniveau pèsent plus lourd que des erreurs d'orthographe sur des mots du niveau, hein, puisque normalement, évidemment, l'orthographe des mots de niveau inférieur doit être maîtrisée. Donc là, vous voyez qu'on se situe en dessous du niveau ciblé. Et si en morphosyntaxe, on relève quelques erreurs d'orthographe grammaticale, des phrases complexes simples, mais pas toujours réussies, mais aussi quand même une certaine variété des temps. Donc là, on va voilà, cocher le niveau parce qu'il ne s'agit que de quelques erreurs, pas systématiques, et il y a quand même, on va valoriser quand même l'utilisation des phrases complexes, même si elles ne sont pas toutes réussies. Voilà, je vais continuer peut-être ici avec l'exemple du A2. Alors là, j'ai pris donc l'exemple de la production orale. Alors j'ai la tâche 2, il s'agit d'un monologue suivi. Vous vous rappelez, à partir de quelques questions, le candidat doit s'exprimer tout seul pendant 2 minutes. Et ensuite, l'examinateur peut lui poser des questions. La tâche 3, c'est un dialogue simulé, donc un dialogue entre l'examinateur et le candidat. Donc, si lors de cette tâche 2, donc du monologue suivi, le candidat ne dit qu'une seule phrase tout seul, c'est-à-dire il n'est pas capable de tenir un monologue au moins pendant 2 minutes. Hein, et l'examinateur doit tout de suite lui poser des questions parce que le candidat ne sait pas s'exprimer tout seul. Donc, vous voyez que dès lors que la production se fait à travers une interaction, enfin à travers des questions, on ne peut plus évaluer la progression, la cohérence et la cohésion du discours qui doit être évaluée dans ce monologue suivi. C'est-à-dire, normalement, dans ce monologue, l'examinateur doit vérifier bien si cette production est cohérente, s'il utilise au niveau A2 quelques articulateurs, hein, comme mais, parce que, alors. Donc, si le candidat n'a dit qu'une seule phrase, on ne peut plus évaluer ça, il n'y a plus la matière évaluable. Hein. Et puis, si l'examinateur doit lui poser des questions, bien ici, voilà, nous serons en dessous du niveau ciblé. Pour le dialogue simulé, si le candidat utilise les actes de parole adéquats, hein, qu'on lui demande ça dépendra du petit dialogue, peut-être qu'il doit demander à l'accueil de l'hôtel des informations sur les activités culturelles de la ville, par exemple. Eh bien, voilà, si le candidat va savoir demander à la personne de l'accueil, s'il participe activement à l'interaction et que même il prend des initiatives et qu'en plus le registre est approprié, vous voyez que là, on est au niveau A2+. Prendre des initiatives, ici, ce sera même de rebondir sur ce que lui dira. Par exemple, si je prends encore mon exemple à l'accueil de l'hôtel, eh bien, elle pourra dire: «Ah, vous l'avez vue, vous, cette exposition, est-ce qu'elle est intéressante?» Vous voyez, par exemple. Donc de prendre cette initiative et non pas simplement de répondre passivement, en fait, à ce que dira l'examinateur. Pour le lexique, si les mots employés par le candidat correspondent aux situations proposées,
mais on relève quelques problèmes de maîtrise sur des mots de niveau A2. Bon, globalement, ça ira quand même, on mettra le niveau A2. La morphosyntaxe, le candidat commet des erreurs élémentaires de niveau A1 et ne sait pas s'exprimer au passé. Donc, vous savez qu'au niveau A2, le candidat doit savoir parler d'une activité passée, hein, par exemple de ses activités ou de ses vacances, ses dernières vacances. Bon, là, s'il commet des erreurs élémentaires qui relèvent d'un niveau infra A2 et qui ne sait pas s'exprimer au passé, eh bien, vous voyez qu'ici, on devra cocher en dessous du niveau ciblé. Et enfin, pour la prononciation, le système phonologique, si la production du candidat reste compréhensible, même si l'examinateur doit faire répéter certaines phrases ou mots, ce qui est quand même encore normal au A2, eh bien, nous allons pouvoir cocher ici le niveau A2. Vous voyez globalement comment fonctionnent ces nouvelles grilles, comment nous évaluons. Alors, je vais vous parler maintenant aussi des cas d'anomalies que nous trouvons aussi sur ces nouvelles grilles. Vous voyez que sous notre grille d'évaluation, nous avons, vous voyez, tout un cadre qui s'appelle anomalie. Donc, les grilles de production écrite permettent de signaler la présence d'une anomalie. Qu'est-ce que c'est une anomalie? C'est trois choses. Il y a, dans un cas de hors-sujet, je vais y revenir après, je vais vous expliquer ce que c'est un hors-sujet thématique, un hors-sujet discursif ou un hors-sujet thématique et discursif, et comment on sanctionne le candidat. Il y a l'anomalie qu'on devra cocher lorsque la copie sera blanche. Alors, quelquefois, si le candidat n'a rien écrit, j'attire votre attention là-dessus, c'est peut-être parce qu'il n'a pas pris le temps de recopier sa production. Il a écrit un brouillon, il n'a pas recopié. Alors, attention, le correcteur ne peut pas évaluer un brouillon. Seul peut être évalué ce qui figure sur la copie du candidat. Donc, attention, dites bien à vos élèves qu'il faudra bien qu'ils recopient sa production sur sa copie. Et enfin, le troisième cas d'anomalie, eh bien, c'est quand le candidat a écrit moins de 50% des mots demandés par la consigne. Vous savez que plus on monte dans les niveaux, plus le nombre de mots augmente. Hein. Ça commence avec 60 mots et au niveau C2, c'est 700. Hein. Et donc, quand le candidat écrit moins de 50%, eh bien, c'est manque de matière évaluable et on devra cocher sur non répondu ou production insuffisante. Alors, je vais vous expliquer les cas de hors-sujet. Alors, un hors-sujet thématique, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est par exemple, si la consigne est « Racontez vos dernières vacances », et le candidat raconte un événement sportif ou un film, c'est-à-dire le thème n'est pas celui demandé par la consigne. Donc, dans ces cas-là, vous voyez ce que nous dit la grille d'évaluation, c'est le candidat ne peut pas être identifié. Alors là, c'est l'exemple du B1, hein, mais c'est la même chose quel que soit le niveau. Donc, le candidat ne peut pas être identifié au niveau plus pour les critères réalisation de la tâche et lexique. Pour que ce soit plus parlant, vous voyez, là, sur cette grille, donc j'ai mis une croix rouge sur là où le correcteur ne pourra pas mettre de croix. Et bien sûr, sur les autres critères, hein, suivant l'écart de la production par rapport à ce que demande la consigne, eh bien, le correcteur va plus ou moins le pénaliser. Mais en tout cas, il ne pourra pas mettre de croix sur ce niveau plus à la réalisation de la tâche et au lexique, puisque le lexique ne correspondra pas au lexique attendu, hein, puisque le thème n'est pas le même. Le hors-sujet discursif. Alors, qu'est-ce que c'est? Par exemple, on demande au candidat, pour reprendre le même exemple, racontez vos dernières vacances, et le candidat écrit un dialogue. Alors, ça peut être aussi, par exemple, quand le candidat ne respecte pas
l'acte de parole. Imaginez que la consigne demande au candidat de donner son avis sur la place du sport à l'école, par exemple, mais au lieu de donner son avis sur la place du sport à l'école, il va décrire, parler de ses activités sportives à l'école. Il va décrire ses activités sportives. Donc, vous voyez que donner son point de vue et décrire, ça ne va pas être le même discours, on ne va pas avoir le même acte de parole. Donc, dans ce cas-là aussi, on parlera de hors-sujet discursif. Et donc, dans ce cas-là, les consignes donc, de la grille, c'est le candidat ne peut être identifié ni au niveau plus pour les critères réalisation de la tâche et cohérence et cohésion. Donc, dans notre grille, vous voyez, le correcteur ne pourra pas cocher ni la case niveau ni la case niveau plus pour les réalisations de la tâche et cohérence et cohésion, puisque si l'acte de parole n'est pas le bon, il n'y aura pas de cohérence avec la consigne. Et sur les autres critères, là encore, le candidat sera pénalisé en fonction de l'écart de sa production par rapport à ce qui lui était demandé. Et enfin, là, alarme, oui, hors sujet thématique et discursif. Là, c'est vraiment, par exemple, la consigne est raconter vos dernières vacances, toujours la même, mais le candidat écrit tout à fait autre chose, une lettre argumentative sur un thème comme l'école. Alors là, souvent, en fait, il s'agit de candidats qui ont appris par cœur une production et quel que soit le niveau, le sujet, la consigne, ils recrachent en fait la production qu'ils ont apprise par cœur. En général, c'est ça. Donc là, ça fait mal puisque il faut attribuer la note 0 aux critères réalisation de la tâche, cohérence et cohésion et adéquation socio-linguistique. Et le candidat ne peut être identifié ni au niveau plus pour les critères lexiques et morphosyntaxe. Donc pour notre grille, vous voyez, ouf. Donc forcément, dans ce cas-là, le candidat aura une note éliminatoire puisqu'il n'atteindra pas la note de au moins 5 sur 25. Vous savez que une note inférieure à 5 sur 25 dans une des compétences est une note éliminatoire. Donc là, vous voyez que notre candidat aura une note éliminatoire. Donc, voilà, il faut dire au candidat inutile d'apprendre par cœur une production. Il faut, en fait, la philosophie d'une évaluation adossée au cadre européen, c'est savoir s'adapter à une situation de la vie quotidienne. C'est vraiment la perspective actionnelle. Et il faut que la meilleure préparation des élèves, eh bien, c'est leur apprendre à s'adapter, à bien lire une consigne, à bien répondre à une consigne, à une situation de communication. Je suis qui? Je m'adresse à qui? Pourquoi faire? Alors, où peut-on et doit-on consulter les grilles? Alors, bien sûr, il faut que le candidat connaisse les grilles. Et donc, ces grilles, eh bien, elles sont consultables avant l'examen sur le site internet du Centre national des examens, sur l'adresse delf-dalf.es. Alors là, vous allez aller à prépararse ou se préparer, et là, vous allez trouver ces nouvelles grilles et que vous allez aussi trouver sur le site de France Éducation Internationale. Et là, il faudra que vous alliez à chaque niveau dans exemple de sujet. Et dans exemple de sujet, eh bien, vous aurez les nouvelles grilles qui correspondent à chacun de ces niveaux. Après l'examen, bien sûr aussi, si un candidat a réussi ou échoué, il peut prendre connaissance de sa copie et des grilles d'évaluation pour comprendre sa note. Et quand il a échoué, eh bien, pour mieux faire la prochaine fois. Donc, son centre d'examen pourra lui expliquer pourquoi il a obtenu tel et tel résultat, pourquoi eh bien, il aura été évalué à niveau, infraniveau dans telle ou telle compétence. Mais attention, il faut qu'il sache que les résultats ne peuvent pas être modifiés puisque dans les normes d'un diplôme d'État, de l'État français, eh bien, les décisions du jury sont définitives. Donc, les résultats ne pourront pas être modifiés, mais il est sûrement très utile que ce candidat comprenne pourquoi il n'a pas réussi et quelles sont les compétences qu'il doit travailler.
Voilà. Pour les nouvelles grilles, j'ai terminé, mais en fait, j'ai préparé quelques diapositives supplémentaires pour anticiper vos questions parce que nous avons beaucoup de questions en fait, sur l'évolution des épreuves du DELF. Donc voilà, j'ai préparé 3 diapositives sur l'évolution des épreuves du DELF, peut-être pour anticiper vos questions. Alors, vous savez que les épreuves du DELF et du DALF vont évoluer, sont en train d'évoluer en ce qui concerne la compréhension de l'oral et la compréhension des écrits. Donc, sur les niveaux A1, A2, B1, B2, sur les versions juniors, scolaires et tout public. Alors, en quoi consiste cette évolution? Eh bien, jusqu'à présent, nous avions des QCM et des questions ouvertes, donc où le candidat devait écrire, formuler une réponse. Et l'évolution, voilà, ce sera bientôt que des questionnaires fermés, c'est-à-dire eh bien, soit des QCM, soit des exercices de vrai-faux, mais il n'y aura plus de justification à donner, il n'y aura juste à cocher que la case vrai ou la case faux. Ce sera par exemple à partir d'un document des cases à cocher, des affirmations à cocher dans un tableau ou un exercice d'appariement où il faudra par exemple ici associer un dialogue avec une situation. Donc ce ne seront plus que des cases à cocher. Donc, il y aura une évolution, ça entraînera une évolution des supports. Donc, il y aura plus de supports et moins de questions par support. Vous voyez qu'en général, il y a quelques quand même, par exemple pour le A2, la compréhension orale, il y a le même nombre d'exercices, mais il y a 2 fois plus de supports. Hein, donc, il y a moins de questions par support. Alors, là où, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant et toute l'année encore 2023, il y aura coexistence des 2 formats. C'est-à-dire qu'à certaines sessions, nous allons peut-être avoir une nouvelle formule seulement sur la compréhension orale du B2, mais pas forcément sur la compréhension écrite et pas forcément sur le B2 TP, mais seulement sur le B2 junior. Donc en fait, voilà, c'est ponctuellement et on ne le sait pas à l'avance. Nous-mêmes, depuis le Centre national des examens, nous ne savons pas quels vont être les formats de l'année. Et quand nous recevons les sujets, de toute façon, nous ne pouvons pas communiquer, nous ne pouvons pas vous communiquer quels vont être les formats parce que ça fait partie de la confidentialité des sujets. Donc, conclusion, c'est que notre conseil, c'est que vous devez continuer à préparer les élèves en leur apprenant à répondre, à savoir répondre à des questions ouvertes de manière claire et précise. Puisque dans une question ouverte à partir du niveau B, nous allons pondérer la note suivant la qualité de cette réponse. Est-ce que cette réponse est exacte, bien sûr? Est-ce que cette réponse est complète? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est précise? Donc, voilà, par exemple, une question sur 2 points, on va attribuer 0 ou 0,5 ou 1 ou 1,5 ou 2, suivant la qualité de cette réponse. Donc, voilà comment il faudra continuer à préparer vos élèves. À un QCM, ils savent répondre à une question de manière claire et précise. Voilà, il faut qu'ils apprennent à répondre de manière claire et précise. Et nous ne sanctionnons pas dans les compréhensions les erreurs de langue, mais c'est dans la limite de la compréhension. Si la réponse, si vous voulez, si la langue entrave tellement le sens qu'on ne comprend pas ce que dit le candidat, on ne pourra plus évaluer, vérifier si le candidat a compris, parce qu'on ne comprend pas s'il a compris. Donc, voilà, l'élève doit continuer à apprendre à rédiger une réponse claire et précise. Alors, normalement, en 2024, nous ne devrions avoir que des questionnaires fermés aux compréhensions orales et écrites, mais France Éducation Internationale a déjà repoussé l'échéance, puisque ça devait être déjà en 2023, donc c'est repoussé à 2024. Donc, peut-être soyons attentifs aussi à ce que nous dira France Éducation Internationale
Nous pensons qu'en 2024, ce ne seront que des questionnaires fermés, mais il se sera à confirmer. Hein, nous allons être attentifs et vous confirmerons s'il en est bien ainsi. Et le deuxième sujet aussi, là aussi j'anticipe parce que nous avons beaucoup de questions sur ça, c'est en général, vous nous demandez qu'il y ait plus d'exemples de sujets sur le site de France Éducation Internationale. Alors là, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que non, il n'y aura pas plus de sujets, d'exemples de sujets sur le site de France Éducation Internationale. Vous savez que le DELF et le DALF, ce sont des certifications internationales qui existent dans 175 pays. Vous imaginez le nombre de sessions multiplié par 175 pays et la capacité de conception de sujets de France Éducation Internationale est d'une soixantaine de sujets à l'année. Et donc, il n'est pas possible en fait de fournir davantage de sujets. Mais je vous dirai deux choses. D'une part, vous avez des livres de préparation, vous avez de nombreux exemples de sujets dans toutes les maisons d'édition. Et sur le site de France Éducation Internationale, vous allez trouver une bibliographie où figurent tous les livres de préparation et même une cytographie où vous allez trouver des exemples de sujets dans d'autres pays, d'une part. Et d'autre part, il me semble qu'une préparation au DELF des candidats ne consiste pas à ne faire que des sujets du DELF. Il est bien que vos élèves observent des exemples d'examens pour se familiariser avec les exercices, mais cette phase ne devrait venir qu'en fin d'apprentissage. Hein. Ce n'est qu'en fin d'apprentissage, à travers vos manuels qui, de toute façon, sont conçus dans la méthode actionnelle avec les compétences qui sont évaluées par le DELF figurent dans vos manuels. Donc, normalement, si vous faites un apprentissage tout à fait dans la perspective actionnelle, vos élèves seront préparés à bien faire les exercices du DELF. Et vous pouvez leur montrer en fin d'apprentissage quelques exemples pour les familiariser et pour qu'ils soient prêts voilà, qu'ils ne découvrent pas l'exercice le jour de l'examen. Mais inutile sûrement d'en faire toutes les semaines. Voilà. Bien, et bien maintenant, je vais fermer ma présentation et répondre à vos questions si vous en avez. Oui, Annette a pas mal de questions, donc je vais poser certaines questions. Bon, la première que je voulais poser, il y a une personne qui a posé la question si donc maintenant on peut plus donner de 2 ou 4 points ou un demi-point. Alors effectivement, vous voyez que le barème a changé. Alors suivant les niveaux, il y a plus ou moins du nombre de points. Passant par au A2, vous voyez qu'il y a 2 productions écrites. Donc pour chaque production écrite, le nombre de points est inférieur par rapport au B1 et au B2, où comme il n'y a qu'une seule production sur 25, eh bien, il y a un plus grand nombre de points pour chacune des niveaux de performance. Hein. Donc, effectivement, là, il n'y a plus cette nuance. Hein, c'est d'une manière plus tranchée, en fait. Hein. Et donc, on aura très certainement une plus grande harmonisation des correcteurs, des évaluations, puisque avant, quand on avait une note sur 5, entre 3 et 3,5, il était difficile de voir quelle était la différence, alors que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Hein, infraniveau, niveau ou niveau plus. Hein. Donc, effectivement, c'est une évaluation plus tranchée. Oui. Après, il y a une autre question qui pose de comment on doit évaluer un candidat dont la production écrite est insuffisante, mais supérieure à 50 de l'attendu.
J'ai pas bien compris. C'est-à-dire s'il écrit plus de 50% des mots, Oui, mais que son niveau n'atteint pas le niveau, oui. ben, ce sera infraniveau. On cochera la case infraniveau. Du moment qu'il y ait plus de 50% des points, on évalue normalement la production. Mais bien sûr, il y aura ce candidat, s'il écrit par exemple 60% des mots, on ne va pas lui mettre non répondu, on va l'évaluer normalement, mais on aura moins de production évaluable. On aura une moindre variété de lexique, on aura moins de variété de structure. Donc forcément, ce candidat, il ne va pas obtenir niveau plus, ça m'étonnerait, puisqu'il y aura un manque de structure et de lexique, hein, ne serait-ce que sur la compétence linguistique, mais sûrement moins d'exemples, moins d'arguments. Voilà, donc forcément, il n'obtiendra pas une très bonne note, j'imagine. Je peux relayer une question également. C'est par rapport à un exemple que tu prenais tout à l'heure, Annette, un exemple d'évaluation d'une production orale de niveau A2. Si le candidat ne produit qu'une seule phrase, pourquoi ne choisissons-nous pas production insuffisante? Dans ton exemple, tu disais qu'il fallait mettre en dessous du niveau ciblé. Alors, pour l'oral, en fait, il n'y a pas ce concept-là de production insuffisante. En fait, c'est à l'appréciation de l'examinateur. Et au niveau, à l'oral, au niveau A2, l'examinateur va en fait poser des questions. À travers la réponse des candidats, il va quand même pouvoir évaluer sa capacité à quand même à s'exprimer en français. Donc, nous n'allons pas le sanctionner en mettant non répondu. Nous allons quand même, alors on va peut-être voilà, mettre infraniveau, mais nous n'allons pas mettre 0 parce que comme l'examinateur a la possibilité de poser des questions, il donnera la possibilité quand même au candidat donc, de s'exprimer et donc de donner une production, même si ce n'est pas ce qu'on attend, même si ce ne sera pas un monologue suivi. Annette, une question en lien avec la réforme de la loi LOMLOE qui s'oriente vers une version vers les compétences, une évaluation par les compétences. Donc, une question qui demande est-ce que les diplômes, enfin les épreuves de diplômes vont évoluer par rapport à ça? Les diplômes du DELF, non. Les diplômes du DELF sont des diplômes à l'international, concernent 175 pays, donc ne peuvent pas tenir compte du système éducatif de chacun des pays. Donc, en général, en plus, les certifications sont conçues en fonction du système éducatif du pays. Par exemple, si je vous donne un exemple, si au C1, nous avons une synthèse, c'est parce que il y a ce côté méthodologie dans la formation à la française. Et en fait, voilà, on donne cet exercice de synthèse parce qu'on estime que au niveau universitaire, on doit être capable de faire une synthèse. Ça fait partie, ça ressemble en fait au système éducatif du pays concepteur. Hein, et le DELF ne peut pas tenir compte donc des systèmes éducatifs des 175 pays où il est implanté. Mais en fait, c'est que tous les systèmes éducatifs, la LOMLOE, le DELF, toutes les certifications, de toute façon, vont vers ce que préconise le cadre européen. Donc, de toute façon, on va tous dans le même sens. Hein. Cette évaluation par compétence, eh bien voilà, on va la retrouver partout. Donc, de toute façon, ce sera similaire et je pense qu'il n'y aura pas de grande disparité dans la philosophie, on va dire, hein, dans le type d'approche. Hein, ouais. Une autre question. En production écrite et orale du DALF C1, le manque de transition, entre parenthèses paragraphe, est sanctionné dans quelle colonne? Cohérence et cohésion? Oui, oui, oui.
Le manque de transition, oui, les articulateurs, les connecteurs entre les idées, entre les paragraphes, sont bien évalués dans cohérence et cohésion. Oui. Ça fait partie, si on sait relier, si on sait suivre un fil conducteur, si on ne se contredit pas. Une autre question, est-ce qu'il est possible d'utiliser des correcteurs type ex-blanco à l'examen? Oui, tout à fait, oui, oui. Parce qu'on évalue la production finale et voilà, on apprécie une copie propre. Donc oui, je préfère du blanco à des grosses tâches. Une autre question. Auriez-vous une liste actualisée des thèmes courants au DELF? Non, ça n'existe pas. Alors, là encore, il faut savoir que comme c'est une certification internationale, ce sont un petit peu toujours les mêmes thèmes qui reviennent parce que on évite, si vous voulez, les thèmes qui, dans certains pays, sont délicats ou qui peuvent blesser certaines personnes. Donc, on va vraiment prendre des thèmes des problèmes de société ou des activités de la vie, mais voilà. Si vous voulez, sur les thèmes, hein, ce que vous pouvez faire, c'est regarder, vous savez que le cadre européen, là encore, donne des indications sur les champs lexicaux qui sont censés être connus à chacun des niveaux. Et vous avez, par exemple, sur le site de France Éducation Internationale, un document qui s'appelle Inventaire linguistique, que vous allez pouvoir télécharger, où à chacun des niveaux du A1 au C1, on va voir ce qui est attendu du candidat dans le type de structure, dans le type enfin par exemple, conjugaison des verbes, mais aussi dans le lexique. Hein, donc, ça vous donnera une idée. C'est dans ce champ lexical que les examens du DELCAF sont conçus. Alors, bien sûr, le champ lexical, il est très vaste dans cet inventaire linguistique. Mais bon, en tout cas, ça fait partie jusqu'au B1 de la vie quotidienne. Hein. Ça va être le lexique que vous allez trouver dans vos manuels. Hein. Il n'y a rien de particulier. Et après, de toute façon, à chaque niveau, chacun ensuite est capable, dans le contexte du texte, de retrouver le sens du mot. Même s'il ne le connaît pas, il ne se souvient pas. Il faut aussi toujours préparer les élèves à comprendre les mots dans un contexte. C'est-à-dire, même si on ne connaît pas les mots, on peut en comprendre le sens si on le voit dans son contexte. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a d'autres. Une question qui dit: est-ce qu'on continue à qualifier sur 100 points l'ensemble de l'épreuve et chaque compétence a un poids de 25 points sur 100? Oui, ça n'a pas changé. Effectivement, chaque compétence, compréhension orale, compréhension des écrits, production orale, production écrite, chacune de ces 4 compétences est évaluée sur 25 points. Donc, ça nous fait un total sur 100. Pour réussir l'examen, il faudra toujours un seuil de 50 points. Une compétence mieux réussie peut compenser une compétence moins bien réussie. Et le seuil de réussite sur 25, c'est minimum 5 points dans chaque compétence. Une note inférieure à 5 sur 25 dans une des compétences sera éliminatoire. Pas de changement là-dessus. Là, le changement, c'est juste les nouvelles grilles pour évaluer les productions orales et écrites. Autre question, si un candidat n'indique pas le nombre de mots à la fin de sa copie, est-il pénalisé? Alors, il n'est pas pénalisé, c'est le cas de 80% des candidats. Donc, le correcteur compte les points, compte les mots. Enfin, en fait, globalement, si vous voulez, on voit
si la production est trop courte et susceptible de ne pas compter 50% des mots, on va les compter. Si on voit que globalement, ça dépasse, on ne les compte pas. Il y a, il y a pas mal de questions sur le taux de réussite avec les nouvelles grilles et les anciennes grilles. Je demande si c'est similaire ou il y a une différence. Alors là, il est encore trop tôt, si vous voulez. Elles viennent d'être mises en place en septembre. On n'a eu que la session de septembre-octobre, qui sont des petites sessions. Donc là, je ne peux pas encore répondre à cette question. On verra plus tard. On fera effectivement le bilan. On verra si le taux de réussite reste le même ou pas. Ce qu'on a pu observer au septembre-octobre, c'est à peu près, il me semble que c'est à peu près la même chose. Mais voilà, il est encore trop tôt pour l'instant. Nous n'avons pas encore assez d'expérience avec ces nouvelles grilles. Donc ça, ce sera pour le webinaire de l'année prochaine. Question, le subjonctif est obligatoire pour le B1 junior? Pour le B1. Alors, pour le B1, il est difficile de faire une production de B1 sans connaître le subjonctif, parce que pour donner son opinion, si je dis je ne pense pas ben, pour donner son opinion, là, forcément, on va avoir un subjonctif. Si on doit donner des conseils, si on utilise des phrases impersonnelles, il est nécessaire que, il faut que, ben, fatalement, on doit mettre un subjonctif. Donc oui, je vois mal comment on peut donner son opinion sans connaître le subjonctif. Et une production sans subjonctif, ben, je ne sais pas si l'opinion sera très détaillée et précise. Je ne crois pas. Oui, je pense que c'est indispensable pour pouvoir donner son opinion, qui est l'objectif principal du B1. Alors, il s'agit de connaître les subjonctifs des verbes les plus courants. Hein. Il ne s'agit pas de connaître le subjonctif du verbe acquérir. Hein, c'est vraiment des verbes les plus courants. Concernant la correction de l'orthographe, est-ce que vous sanctionnez de la même manière toutes les erreurs d'accentuation ou vous faites des différences? Alors là, ça va dépendre, par exemple, sur le mot élève, qui est un mot qui est connu dès le A1. Eh bien, s'il est mal orthographié, si les accents sont mal mis au niveau dans une production B1, là oui, ça devrait être maîtrisé. Par contre, si je reprends mon verbe acquérir, s'il n'y a pas l'accent, bon, ça c'est un verbe pas courant. Ce serait très bien si le B1 utilise ce mot. Donc là, s'il n'y a pas l'accent, on ne va pas le sanctionner. Tout va dépendre en fait à quel niveau ce mot appartient. Il y a des mots plus complexes que d'autres, hein, donc on ne va pas forcément en tenir rigueur. Et après, il y a des accents qui relèvent de la morphologie. Si, par exemple, les participes passés, il n'y a pas d'accent, là, oui. Parce qu'un participe passé, j'ai mangé, là, oui, il doit y avoir un accent, parce que ce n'est pas le verbe mange, c'est vraiment le participe passé manger. Donc, oui, cet accent-là, il a son importance, mais cette fois, on le sanctionnerait dans la morphologie. Hein. Donc, oui, ça dépend. C'est difficile de répondre en général. Ça dépend de quel mot relève, de quel niveau relève le mot. Et si en plus, si phonétiquement, ça change, ça déforme beaucoup aussi le mot, il y a ça aussi. Une autre question, c'est par rapport aux compréhensions. Les candidats, on évalue les compréhensions, la capacité de comprendre du candidat à l'oral ou à l'écrit. Il y a quelqu'un qui veut savoir si peut justifier une réponse en espagnol. Non. Si vous voulez, le correcteur n'est pas censé connaître l'espagnol. Hein. La réponse doit être formulée en français. Et d'ailleurs, le candidat, il va être évalué sur
aussi, est-ce que sa phrase est compréhensible, hein? C'était comme je disais tout à l'heure, le correcteur va pondérer la note suivant si la réponse est claire et précise. Elle sera ni claire, ni précise, ni rien si elle est en espagnol et que le correcteur n'est pas censé connaître l'espagnol. Donc, on vérifie effectivement si le candidat a compris, mais il faut qu'il écrive forcément en langue française. C'est un diplôme de langue française. Donc, non, en espagnol, pas possible. Il aurait 0 s'il répond en espagnol. À cette question-là, il aurait 0. Une autre question. Dans une production orale B2, C1, la problématique apparaissant sous forme de phrase déclarative ou interrogative doit-elle être reformulée? Oui, enfin, je conseille au candidat effectivement de reformuler, de ne pas donner une phrase du texte. Alors souvent, le défaut, si vous voulez, qu'on trouve au B2, au C1, lors de la présentation de la thématique, c'est que quelquefois, le candidat, il parle pendant 3 minutes et il nous fait une paraphrase de tout le document. Alors ça, non. Hein, on ne demande pas de redire ce que dit le document de A à Z et davantage, mais de dire simplement en 1 ou 2 phrases le thème, la problématique du document. Et donc, il faut que ce soit fait de manière concise. Et donc, difficilement, le candidat pourra redire textuellement une phrase du texte. Il faut que ce soit une reformulation enfin, en fait, il faut que ça demande de la part du candidat un esprit synthétique. Hein. Quelle est la problématique posée par ce document? Et il doit la poser de manière simple et encore précise, encore une fois, pour pas que ce soit trop vague non plus, simple et précise, mais en 1 ou 2 phrases, ça suffit. Mais oui, il devra sûrement reformuler, oui. Annette, une personne nous précise qu'elle a essayé de télécharger le document, l'inventaire linguistique sur le site de FEI et que c'est impossible. Ça, on le signalera à nos collègues de France Éducation Internationale. Mais moi, je l'ai téléchargé il y a 2 jours, hein, donc je l'ai envoyé à quelqu'un qui ne le trouvait pas. Je ne sais pas. Sinon, je ne sais plus, Orlando, est-ce que nous l'avons sur notre site? Sinon, on pourra le mettre sur notre site Non, www.delf-dalf.es. On va le mettre dans Se préparer. Hein, comme ça, vous pourrez normalement, je trouver. crois qu'il est, mais sinon, on remettra. Oui. Il y a une autre question plutôt sur les atouts du diplôme du DELF, c'est s'il est valable à vie. Ici, peut-on demander aux personnes si le diplôme, si quelqu'un peut demander que le diplôme doit être daté de moins d'X années ou un truc comme ça? Alors, le diplôme d'ELF est valable à vie. Mais les universités, les administrations peuvent, et ils sont dans leur droit, de demander que dans le dossier présenté par la personne, ce DELF et ce DALF ait été obtenu, par exemple, dans les 2 dernières années, dans les 3 dernières années. Ils ont le droit de faire ça. Ça ne veut pas dire que le DELF et le DALF ne soient pas valables à vie. C'est simplement une exigence de la part de l'université ou de l'administration en question. Voilà. Effectivement, certaines administrations aussi, par exemple, demandent qu'il y ait une moyenne dans chaque compétence. Mais il faut savoir que toute personne titulaire d'un diplôme DELF peut se représenter au même niveau, hein, pour améliorer éventuellement ses notes ou pour avoir un diplôme d'une date plus récente. Et, une question qui était récurrente, c'est par rapport à ta présentation. On a déjà dit que va être enregistré, va être diffusé sur notre canal, le site internet delf-dalf.es, sur notre Twitter, le Twitter de la coopération éducative, et sur le compte YouTube. Coopérar para el francés, mais il demande si on peut partager le PowerPoint. Ah oui, oui, oui. Du moment qu'on Ouais. l'enregistre, oui, Oui. oui. Donc, on partagera sur notre site internet.
sans problème. Heureuse que voilà, vous puissiez diffuser cette information. Annette, une question pardon, sur le niveau de français exigé pour étudier ou travailler en France. Oh, alors là, il me semble que pour travailler, c'est niveau B1, non? C'est ça, Orlando, que la France demande, le ministère de l'Intérieur demande le niveau Niveau B1. B1. Oui. Après, pour étudier, normalement, c'est niveau B2. Oui, ou C1, voire C1, ça Au dépend des C1, ça dépend universités. des études. Et pour obtenir la nationalité, c'est par contre niveau A2. Non, c'est ça? Je ne sais plus maintenant. Oui, ça avait changé. Sinon, sur notre site, la partie atout, Ventajas, il y a toutes les indications. Une question. Lors de la production écrite ou orale, si un élève ne se souvient pas d'un mot en français et il n'est pas capable de trouver un synonyme ou une expression équivalente, est-il préférable qu'il écrive le mot en espagnol ou qu'il essaie d'inventer un mot en français plutôt compréhensible par les examinateurs? Alors moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Le mieux, c'est qu'il fasse une périphrase à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire qu'il essaie d'expliquer où il abandonne cette phrase et il en fait une autre. Non, pas d'espagnol et pas d'invention. Non. Une invention, ça veut dire là, il y aurait un problème d'étendue, hein, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le mot. Donc, non, à ce moment-là, il fait une périphrase. Hein, ou alors, il dit autre chose. Il faut toujours que le candidat aussi apprenne à dire ce qu'il sait dire. Il n'essaye pas de dire ce qu'il ne sait pas dire. Voilà mon conseil. Orlando, est-ce que tu peux mettre dans le chat l'adresse du site, s'il te plaît? Comme ça, vous Du l'aurez. site du CNE? Oui. Oui. Et merci pour la précision pour la nationalité française. C'est facile, hein, delph-dalf.es. Tu as ton micro fermé. Ah, pardon. Il y a quelqu'un qui nous rappelle que pour la nationalité, c'est niveau B1. Ah, c'est niveau B1 pour la nationalité. Oui. Ouais, ouais. Et Ah oui, c'est ça, ça a augmenté. oui. C'était A2 et ça, ils ont augmenté à B1, Oui. c'est ça. Et pour les universités, souvent niveau B2, mais ça dépend, De plus des en études. plus. De plus en plus de C1. Ouais, de plus en plus de C1. Ah, Sciences politiques, par exemple. exemple. C'est C1. Est-ce que, Annette, il y a encore d'autres questions? Est-ce que lors d'une production orale, le candidat peut faire référence à des œuvres espagnoles pour étayer son propos? Oui, bien sûr. Ou une réalité espagnole. Si vous comparez la réalité avec la réalité de votre pays, ce sera un très bon exemple. Une question sur... Pardon, vas-y, Laure. C'est un sujet dont on a déjà parlé, mais la question est ressortie, donc c'est peut-être utile d'en reparler, sur la date de péremption des titres, parce que donc, des institutions essayent d'exiger aux élèves de refaire encore une fois l'examen. Donc la question, voilà, confirmer s'il y a ou il n'y a pas de date de péremption des certificats. Alors, il n'y a pas de date de péremption, mais je répète que les administrations, les universités sont dans leur droit de demander une date limite. Hein. S'ils veulent que le diplôme ait été obtenu dans les 2 dernières années, ils sont dans leur droit. Ils peuvent demander aux personnes dans leur dossier de présenter un diplôme récent.
mais il n'y a pas de date de péremption. C'est la définition du mot diplôme. Un diplôme, c'est à vie. Quand on a le bac, c'est à vie. On ne doit pas repasser son bac après. Annette, est-ce qu'un DELF ou un DALF peut être demandé à un Français? Oui, tout à fait. Dans le cadre justement des concours, par exemple, si un Français habite en Espagne et veut se présenter à un concours d'enseignement, oui, on peut lui demander de présenter un DELF et il peut se présenter au DELF sans dérogation. Il se présente comme toute personne étrangère au DELF et au DALF. La nationalité ne veut pas dire une connaissance de français. Il faut en plus le démontrer officiellement. Donc, il faut un document. Le baccalauréat n'est pas reconnu comme reconnaissance officielle d'une connaissance de la langue, puisque le baccalauréat, ce sont évalue des matières, pas la langue. Donc, un Français, même titulaire d'une licence, même titulaire du baccalauréat, devra passer un DELF et un DALF, très certainement, s'il reste en tout cas en Espagne. Une question qui concerne la comparaison entre les examens en anglais et les examens, enfin, les diplômes de langue française, qui est la suivante. Étant donné que pour les élèves des établissements d'enseignement secondaire bilingues en anglais, les administrations payent aux élèves les examens de niveau, est-ce qu'il est envisageable de faire la même chose pour le DELF? Alors, en fait, pour l'anglais, qui paye, hein, qui finance les... Je veux bien qu'effectivement que Madame Gonzalez reprécise sa question, puisque c'est écrit que ce sont les administrations qui payent. Si ce sont les administrations qui payent, il faudra s'adresser aux administrations. Voilà. Je ne sais pas, à ma connaissance, non. Alors, il y a quelques communautés qui, par exemple, je pense à la Galice, qui financent pour ses professeurs de DNL, par exemple, les certifications. Effectivement, mais c'est des cas très ponctuels pour des cas très concrets. Mais normalement, pour les élèves d'établissements secondaires, à ma connaissance, non. Vous savez que dans le cadre du DELF scolaire, nous avons établi des tarifs préférentiels, hein, avec un abattement de 30% par rapport au plein tarif, hein, pour les élèves donc, qui sont dans le cadre des conventions signées entre l'ambassade de France et les Consejerías de Educación. La précision apportée est que ce serait Madrid. On va voir entre autorités locales et établissements. Là, il faudrait que vous vous adressiez à votre communauté, oui, aux autorités éducatives de la communauté de Madrid, hein. Si vous pouvez obtenir la même chose pour le français. Par rapport à la publication de le PowerPoint du webinaire, on fera j'ai déjà partagé le lien, c'est sur la partie d'actualité, mais on fera en sorte que ce soit sur la page d'accueil aussi. Vous voyez d'autres questions? Question qui vient d'arriver qui demande si pouvez-vous me dire quelles sont les prochaines dates pour devenir un examinateur certifié et s'il y en aura bientôt à Pamplune?
Alors, les stages d'habilitation sont organisés à l'initiative des centres d'examen qui, selon leurs besoins en examinateur-correcteur, selon s'ils doivent étoffer leurs équipes d'examinateurs-correcteurs. Alors que je sache, le centre d'examen de Pampelune, hein, qui est l'université publique de Navarre, n'a pas besoin pour l'instant d'étoffer son équipe. Donc, ce centre d'examen n'a pas prévu d'organiser de stages. Des stages d'habilitation sont aussi, vous savez, organisés sont co-organisés avec les conseillers d'éducation dans le cadre de la mise en place du DELFE scolaire. Hein. Donc, régulièrement, dans des régions DELFE scolaire, on met en place des stages d'habilitation qui sont reconnus d'ailleurs par les conseillers. Alors, ce n'est pas le cas en Navarre non plus. Donc, en Navarre, pour l'instant, non, pas de stage prévu. Vous savez que les stages d'habilitation, l'objectif, c'est d'étoffer les équipes. Hein. Ce n'est pas une formation en tant que telle, hein, mais vraiment l'objectif est de rattacher ces professeurs ensuite au centre d'examen pour qu'ils participent aux sessions comme examinateur-correcteur. Une autre question, faut-il mettre un titre en B2 aux productions orales? Non, ni orale ni écrite, ni au C1 ni nulle part. Pas de titre demandé. Merci, Annette. Je me permets de rebondir à des réponses que vous avez apportées sur la participation des autorités éducatives à une certification au niveau d'anglais. Il faut regarder quelle certification ça apporte. Hein. Est-ce que c'est une certification? Est-ce que c'est un diplôme, etc. aussi. Voilà, n'oubliez pas effectivement que les DELF et DAL sont des diplômes d'État valables partout mondialement et avec la spécificité rappelée par Annette du DELF scolaire et les moins 30% pour la passation. Une autre question, si on était habilité comme examinateur-correcteur, mais on n'a pas encore participé aux examens, au moment de renouvellement, il faut repasser une formation, un stage. Oui, normalement, oui. Si vous voulez, il ne faut pas seulement avoir le permis de conduire, il faut conduire aussi pour savoir conduire. Donc, quand vous avez été habilité, Orlando, peut-être je vais te demander de fermer ton micro parce que je m'entends en écho. Oui, merci. Donc, quand vous avez été habilité, si vous ne participez à aucune session, au moment du renouvellement, au bout de 5 ans, si vous n'avez pas participé, on peut penser que vous ne savez plus évaluer, vous avez oublié. Donc, il faut effectivement refaire une formation en présence, alors que le renouvellement se fait par simple test, où on évalue des productions orales et écrites. Une remarque, Annette, sur les calendriers des examens DELTAL qui tombent en même temps que les BAO ou qu'autres examens d'autres langues et la personne déplore en conséquence la perte de candidats. Si tu peux rappeler comment sont fixés du coup les calendriers, s'il te plaît. Alors, le calendrier dans ce pays avec 17 communautés qui chacune a ses jours fériés, je vous assure que c'est un vrai casse-tête. Donc, nous vous proposons plusieurs sessions. Donc, voilà, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Je sais qu'au mois de juin, il y a énormément d'évaluations et ça tombe sur des évaluations dans l'une ou l'autre communauté. Mais par exemple, pour le junior, on veut faire ça le samedi pour que les élèves ne manquent pas en classe. Et des samedis, dans un mois, il n'y en a que 4. Donc, il y a en plus un samedi qui tombe sur des jours fériés, par exemple dans la Rioja. Donc, comme c'est des examens qui se font le même jour, à la même heure dans tout le pays, il faut qu'on ait vraiment des jours où toutes les communautés peuvent faire cet examen et ils n'ont pas de jour férié.
Donc, c'est complexe, mais voilà, comme on propose plusieurs sessions, eh bien, si un candidat ne peut pas une session, il pourra peut-être à la prochaine. Voilà. Je suis désolée, mais on fait au mieux, mais on ne peut pas faire mieux. Parce que les communautés ont des jours fériés qui ne tombent pas les mêmes jours et il faut qu'on tienne compte de tous les jours fériés de tout le pays pour établir un calendrier national. Il y a quelqu'un qui me demande qu'il n'a pas accès, il ne trouve pas le webinaire. Il n'est pas disponible encore parce qu'on est en direct, mais le prochain jour sera disponible, sûrement lundi, sera disponible sur le site delf-dalf.es. Merci. Ah, vous êtes très impatient, je vois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des questions qu'on aurait laissé passer? N'hésitez pas. Je crois que c'est la même question de si on peut mettre des titres, mais c'est pareil. Non, Sinon, pas de titre à donner. Non, on ne demande Ils à ont aucun niveau. redemandé. Ouais, à aucun niveau du DELF et du DALF, on ne demande de titre, même pas la synthèse. Non. Après, si le candidat il veut en mettre un, il en met un, mais ce n'est pas, on n'évaluera pas le titre du candidat. C'est comme pour le B2, le code lettres n'est pas exigé, n'est pas évalué, n'est pas demandé. Donc, inutile de mettre destinataire, expéditeur, etc. Ce ne sera pas évalué. Une question qui dit: devra-t-on justifier l'attribution des points sur les nouvelles grilles? Alors ça, c'est un examinateur correcteur qui pose cette question. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur les grilles, il y a marqué, il y a un cadre en bas qui met commentaires et entre parenthèses facultatif. Hein. Alors, donc France Éducation a prévu un cadre pour mettre des commentaires et dit que, bon, de manière facultative, le correcteur peut justifier, l'examinateur peut justifier sa note. Alors, nous, en Espagne, depuis le CNE, on demande aux correcteurs, aux examinateurs de justifier une note qui serait inférieure à la moyenne. Justement pour que le candidat aussi qui viendrait voir sa copie puisse mieux comprendre, si vous voulez. Parce que la personne qui va lui montrer son examen, ce n'est pas forcément la personne qui aura corrigé la copie. Donc, voilà, ça donnera un indice qui pourra aider la personne qui montrerait la copie au candidat, qui viendrait consulter sa copie. Voilà, nous demandons à ce que ce soit justifié donc pour toute note inférieure à la moyenne ou toute note éliminatoire aussi. Il y a des questions par rapport au fonctionnement du site delf-dalf.es qui ne trouvent pas la vidéo. C'est pas grave. En fait, comme ils viennent de refaire le site de France Éducation Internationale, il y a des liens qui sont connectés, peut-être c'est ça, mais on va revoir toutes ces parties-là pour pouvoir vous donner d'accès. Oui, c'est vrai que France Éducation Internationale a fait une refonte de son site. Il y a beaucoup de liens qui, effectivement, on va vérifier ça. Merci de nous le signaler. On a déjà changé quelques liens, mais on n'a sûrement pas tout changé. Une autre question, est-ce qu'à la production écrite, les candidats doivent signer les lettres avec XXX pour que ça reste anonyme? Oui, très bonne idée. XXX, On veut effectivement. prévenir aux élèves. Trop de candidats mettent leur nom alors que les copies doivent être anonymes. Donc, il faut absolument éviter que le candidat écrive son nom. Ou il s'en invente un, ou il met XXX, c'est très bien.
Ou Y. Là, je vois qu'il y a une question par rapport au calendrier. J'imagine que là, c'est le professeur d'Elfe scolaire parce qu'ils nous disent que l'option, c'est avril-mai, mais s'il n'y aura pas la possibilité de janvier-février euh, pour les élèves de segundo bachillerato. En fait, on avait fait une enquête. Il se trouve que janvier-février n'avait pas obtenu beaucoup comment je dirais, de points, parce que c'était trop tôt et que les élèves ne sont pas encore préparés. Et donc, l'ensemble du pays demandait plutôt en fin d'année scolaire. Et c'est vrai qu'en fin d'année scolaire, il y a un cumul d'évaluations parce que justement, c'est en fin d'année scolaire, c'est en fin d'apprentissage en fait qu'on préfère évaluer les élèves. Donc, janvier, février, à mon avis, ne, ne serait pas une bonne date pour l'ensemble du pays, me semble-t-il. D'ailleurs, nous le voyons même dans nos sessions de février. La grosse session de l'année, c'est juin. En février, en septembre, en octobre, on a beaucoup moins de candidats. Une question sur quand il y a comme consigne une lettre formelle qui doit être rédigée, jusqu'à quel point le format de la lettre formelle doit être respecté. Entre parenthèses, enfin, la question porte aussi sur nom et adresse, destinataire et Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, nom et adresse, c'est inutile, ce n'est pas évalué. Le code de la lettre, ce qu'on appelle le code lettre, n'est pas évalué. Hein. On va évaluer le corps du texte, c'est-à-dire à partir de la formule d'accueil, à partir de Monsieur le maire ou Monsieur le directeur. Hein. C'est à partir de là qu'on va évaluer. Le reste, au-dessus, là, expéditeur, non, inutile. Vous pouvez le mettre si vous voulez, mais ça va. Ça ne sera pas évalué. Ce n'est pas évalué. On ne le demande pas au candidat. Donc, c'est à partir de la formule d'accueil jusqu'à la formule de prise de congé et signature. Ils insistent à savoir si les diplômes ont des caducités. Alors, non, non. Hein. Pas de, ce sont des diplômes à vie. Mm. C'est la définition d'un diplôme. Un diplôme est valable à vie. Mais je répète que certaines administrations sont dans leur droit de demander un diplôme récent. Donc, ils sont dans leur droit et ce sont des filtres d'exigence de la part d'une administration, de la part d'une université, qui sont dans leur droit de demander à ce que le diplôme soit obtenu dans les 2 dernières années ou avec la moyenne dans chaque compétence. Enfin, voilà, ils sont dans le droit de demander certains critères. C'est un critère de sélection pour eux. Pour les dates, il y a certains qui ont dit que c'est possible de s'inscrire en février, mais il faut différencier la version junior, on peut inscrire des candidats libres, à les versions d'ELFE scolaire. Oui, on parlait tout à l'heure du DELF scolaire. Effectivement, le DELF junior a 3 sessions dans l'année, février, juin, octobre. Alors que le DELF scolaire, c'est une seule session à l'année, au choix avril ou mai. Donc, la personne demandait tout à l'heure voir si cette session DELF scolaire, donc le DELF scolaire qui s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre ambassade et Consejería de Educación,
Voilà, c'est une seule session l'année. Et la personne, tout à l'heure, je pense, demandait si cette session d'avril ou mai pouvait être plutôt sur le mois de janvier et de février. Mais de toute façon, en février, effectivement, il y a une session DELF junior à plein tarif, alors que le DELF scolaire est à tarif préférentiel. Donc, il n'y a plus de questions. Plus de questions? Bien. Un grand merci Annette pour avoir Merci animé à tous. ce webinaire et merci à tous de l'avoir suivi. Bonne À bientôt. soirée. Nous À restons en bientôt. contact. Au revoir. Au Au revoir. revoir.